Bonjour à tous, bienvenue pour ce numéro euh, des entretiens du Club Félicie. Toute l'équipe du Club Félicie vous présente ses meilleurs vœux pour l'année 2021. Nous souhaitons, à travers nos entretiens, mettre en avant les associations et les personnes qui s'engagent en faveur du Liban. Nous avons décidé de mettre en lumière pour notre deuxième entretien l'association libanaise Arc-en-Ciel et son association partenaire Arc-en-Ciel France. Nous avons l'honneur d'accueillir Guillaume Morael, directeur d'Arc-en-Ciel France. Merci Guillaume d'avoir accepté cet entretien. Je vais faire une brève introduction. Le domaine du social a toujours été la chasse gardée des communautés religieuses au Liban. Arc-en-Ciel est l'une des premières associations apolitiques et non confessionnelles du Liban. Elle est née en 1985 au cœur de la guerre sous l'impulsion de Pierre Issa, avec l'idée de rompre avec l'ultrapolitisation et communautarisation du domaine social. L'ONG est devenue la référence lorsqu'il s'agit de combler les manquements de l'État, aussi bien au niveau de l'environnement, de la santé que du handicap. Elle mène actuellement son action dans plusieurs centres répartis au Liban. Arc-en-Ciel France est une association créée en 2006. Arc-en-Ciel France reprend la culture et les principes d'action de son aînée libanaise. Arc-en-Ciel France apporte un soutien aux programmes et centres existants au Liban en fournissant un appui en ressources humaines, techniques et financières. Arc-en-Ciel France met en place ses propres programmes pour participer au développement durable de la société française en s'inspirant du modèle libanais. Je laisse maintenant la parole à Nelly pour les questions. Merci à Guillaume Morel d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que tout d'abord, vous pourriez vous présenter en quelques mots? Bonjour à tous, merci beaucoup au Club Félicie, à vous Tarek et Nelly pour votre invitation. Donc je m'appelle Guillaume Moral, j'habite à la campagne en Bourgogne, j'ai 4 enfants et je travaille à Arc-en-Ciel France depuis une douzaine d'années et j'ai commencé à travailler avec Arc-en-Ciel au Liban en 2004, après avoir terminé des études de gestion, de management, avec une spécialité sur le Proche-Orient. Et qu'est-ce qui vous a poussé à vous engager dans le monde associatif? Eh bien, je pense que c'est un cheminement assez... qui dure depuis l'enfance, quoi. C'est pas une décision qui vient du jour au lendemain comme ça. Moi, je viens d'une famille où la plupart des gens de ma famille travaillent plutôt dans le secteur médical ou dans le secteur social. Donc, c'était relativement logique d'une certaine façon. Par ailleurs, j'ai pris le goût du voyage. Et notamment au Proche-Orient, même si ça s'est fait tout à fait par hasard. Voilà, les études que j'ai faites, elles étaient intéressantes de mon point de vue parce qu'à la fois elles formaient aussi en de gestion
de management, de développement de projet, mais dans une application sur le champ social et dans des pays, des zones géographiques en développement. D'accord. Et est-ce que vous pouvez nous présenter donc l'association Arc-en-Ciel, qui est une association libanaise? Oui, Arc-en-Ciel, c'est une association libanaise, comme l'a dit Tarek. Elle existe depuis le début des années 80. Je trouve que c'est intéressant de revenir sur les circonstances de la création de l'association, dans la mesure où l'identité d'Arc-en-Ciel est très forte, sa philosophie aussi, et elle est évidemment très marquée par sa création, puisque en 1984, au Liban, on est plutôt dans une période très difficile de la guerre du Liban, et les fondateurs d'Arc-en-Ciel, ce sont pour une grande partie des anciens miliciens qui ont perdu l'usage de leurs jambes dans les combats. Et donc, ce qui est caractéristique d'Arc-en-Ciel, c'est que les gens qui l'ont créé sont des gens qui ont été pris dans la spirale de la guerre, dans la violence, qui ont été des miliciens actifs, qui sont d'origine sociale très diverse. Et quand ils ont perdu l'usage de leurs jambes, ils ont été confrontés à deux défis majeurs pour eux. Le premier, c'est accéder à des services dont ils n'avaient pas besoin auparavant, à savoir comment je me déplace, comment je me soigne, comment j'interagis avec la société. Donc, des besoins extrêmement pratiques et opérationnels. Et d'un autre côté, eh bien, la perte de l'usage de leurs jambes, eh bien, va remettre en question leur engagement milicien et la vision politique qui sous-tend les projets miliciens. Autrement dit, une remise en question de l'ambiance politique libanaise des années 80, c'est-à-dire, et c'est encore le cas aujourd'hui, des zaïms qui tiennent des communautés, qui tiennent des business et qui tiennent le champ politique et qui s'affrontent pour des questions de territoire et des questions de pouvoir. Et donc, cette remise en question par les fondateurs d'Arc-en-Ciel, eh bien, c'est une proposition différente. C'est une proposition de vivre ensemble. Certes, nous avons des différences, nous avons des différences importantes sur le plan culturel, social. Certes, pour autant, eh bien, nous sommes libanais et nous devons apprendre à vivre ensemble et voilà. Et cesser avec cette contradiction de aimez-vous les uns les autres, sinon je vous tue, quoi, si je peux caricaturer un peu les choses de cette façon. Et donc, Arc-en-Ciel est créé avec ces deux objets très forts, c'est-à-dire une philosophie d'un côté et de l'autre, la volonté de produire et distribuer des besoins opérationnels. Il y a une dimension universelle dans le handicap, c'est qu'une personne handicapée, souvent, quand elle est prise en charge, elle est destinée à fabriquer des paniers en osier ou réparer des tapis. On a été milicien. Premièrement, on a été tout en haut de l'échelle sociale et on a eu une activité où la virilité et la testostérone sont très largement engagées. Perdre l'usage de ses jambes, ça vous fait dégringoler tout en bas de l'échelle sociale. Quand on sort d'un statut de milicien, et même si les personnes handicapées, on va les mettre en avant au début des meetings politiques ou des meetings des anciens combattants. Pour autant, il faut vite qu'ils débarrassent le champ parce qu'il faut laisser de nouveau la place à la force et la virilité, la jeunesse. Et donc, passer d'un statut comme celui-là à la réparation de tapis dans des organisations animées par des dames patronesses qui vous passent la main sur les cheveux comme si vous aviez 4 ans,
c'est particulièrement difficile à vivre. C'est aussi pour ça, c'est-à-dire des gens qui ont des nouveaux besoins et qui constatent que les organisations qui leur proposent des services sont proposées par des personnes qui sont très bien intentionnées et pour autant, les services qu'elles reçoivent ne leur conviennent pas, ne leur sont pas adaptés. Donc, je décide finalement, si ces gens qui sont très bien intentionnés ne peuvent pas nous servir comme nous le ressentons, eh bien, on n'a plus qu'à se débrouiller par nous-mêmes. Et donc, Arc-en-Ciel est créé autour de la question du handicap, autour de la question du vivre ensemble par des personnes handicapées. Et donc, toutes les années 80, c'est une période où Arc-en-Ciel fonctionne de manière très communautaire, où des personnes viennent, donnent des coups de main, travaillent dans un but de de répondre à des besoins très concrets des personnes concernées. Et on a un premier changement important au début des années 90 avec la fin de la guerre. Où on a Arc-en-Ciel a acquis une expérience, notamment sur la question de la réparation des fauteuils roulants et un certain nombre de tâches artisanales et de petite industrie. Et avec la fin de la guerre, Arc-en-Ciel va développer son activité et va être accompagné par des financeurs internationaux et acquérir un savoir-faire technique plus important. C'est notamment Handicap International qui accompagne Arc-en-Ciel dans l'évolution de son activité. On va passer de la réparation de fauteuils roulants à la fabrication de fauteuils roulants en série. Et donc, les années 90, c'est une augmentation très forte de l'activité autour du handicap et également la création de nouvelles activités, des activités à vocation sociale, d'accès à l'emploi qui existaient déjà mais destinées uniquement aux personnes handicapées, vont prendre une autonomie de programme et s'adresser à toutes les personnes en difficulté. C'est également la création d'un programme dédié aux besoins de la jeunesse. Le tournant suivant, c'est au début des années 2000 avec la mise en place de nouvelles activités de nouveau, où on va sortir du champ exclusivement social pour mettre en place des activités qui s'adressent aux enjeux de la société, aux enjeux de l'environnement, avec la création d'un programme environnement, d'un programme agriculture et d'un programme tourisme, avec voilà, des activités qui vont être destinées à répondre aux enjeux de la société libanaise sur ces sujets-là. Voilà, aujourd'hui, Arc-en-Ciel, c'est une organisation où il y a 600 personnes qui travaillent. La moitié d'entre elles sont des personnes en grande difficulté, soit du handicap ou bien des difficultés économiques, sociales. Elle est implantée sur une grande partie du territoire libanais, comme ça a été dit, de la région Akkar à la Beka, en passant par le Chouf et Beyrouth. Elle est également présente donc en France, je crois qu'on va en parler un peu aujourd'hui, depuis une douzaine d'années, et aux États-Unis depuis plusieurs années également. Aujourd'hui, on se positionne comme une entreprise sociale, c'est-à-dire que nous avons la volonté d'avoir une partie importante de nos revenus, de nos capacités financières qui viennent de la vente de produits et services. Et c'est ce qui nous garantit notre indépendance dans un environnement où, comme ça a été dit, les questions sociales sont souvent chasse gardée des communautés religieuses ou des partis politiques. Et quand on prétend être en dehors de ce champ de conquête du pouvoir, eh bien, il faut des ressources pour préserver cette indépendance. Et on va compléter ces revenus eh bien, par de l'action sociale plus classique qui va dépendre de donations et de subventions et de mécénat. Voilà ce que je peux vous dire pour présenter Arc-en-Ciel. Très bien. Et comme vous l'avez mentionné, vous avez créé une branche de l'association en France. Donc finalement, comment est née cette idée d'Arc-en-Ciel France ? Alors oui, en effet, on a créé Arc-en-Ciel en France. Ça s'est fait, je pense,
C'est d'abord, Arc-en-Ciel au Liban, c'est d'abord une organisation qui est francophone par choix. On sait qu'au Liban, la question de la langue, ce n'est pas qu'une question technique, c'est une question aussi philosophique, presque politique, j'ai envie de dire. Et donc, les fondateurs d'Arc-en-Ciel ont choisi d'être francophones. Et donc, ils ont toujours eu des liens avec des Français d'ailleurs, plus avec des Français qu'avec la France en fait, avec des organisations comme Handicap International et par le passage de jeunes volontaires venus de France pour quelques mois ou quelques années donner un coup de main. Et donc, moi j'ai fait partie de ces gens-là. En 2004, je suis arrivé un peu par hasard travailler à Arc-en-Ciel. Et puis, au bout de 3 années, on est quelques Français à avoir beaucoup apprécié l'expérience à Arc-en-Ciel, à considérer que sa vision politique, sa stratégie d'action sociale et environnementale était pertinente, et puis comme beaucoup, à être également tombé amoureux du Liban. Et donc, c'est assez naturellement que quand on a souhaité rentrer en France, on a proposé à la direction de créer Arc-en-Ciel en France, non pas pour être avoir de l'activité de levée de fonds tournée vers le financement des activités au Liban. On nous a appris à Arc-en-Ciel à toujours réfléchir différemment, à faire les choses différemment. Et donc, on s'est dit, plutôt que d'être uniquement en soutien financier aux actions du Liban, en fait, on va prendre le modèle d'Arc-en-Ciel et on va tenter de développer de l'activité sur ce modèle en France. Les besoins sont très différents. Pour autant, il y a aussi des besoins en France et les enjeux sont les mêmes. On le voit aujourd'hui sur les questions économiques, sociales ou environnementales. Les enjeux sont les mêmes. Après, les contextes, évidemment, sont extrêmement différents. Donc, c'est dans cet esprit-là qu'on a créé Arc-en-Ciel en France. Alors, avec de l'activité tournée vers le Liban et notamment la volonté de la direction au Liban était d'augmenter très largement le système qui permettait à des volontaires français et européens de venir travailler au Liban. Donc, on a travaillé beaucoup là-dessus. On a travaillé aussi plus ponctuellement de l'appui technique ou financier. Et puis, on a développé de l'activité, notamment autour de la question de la formation. Comme on l'a vu, Arc-en-Ciel, c'est une organisation qui est très diversifiée. Il y a 84 unités différentes à Arc-en-Ciel qui sont autour de 5 grands programmes. Et donc, quand on allait démarcher des universités ou des business schools pour leur proposer des modules de formation sur l'économie sociale et solidaire, sur la coopération internationale, on était en capacité de nourrir ces modules de formation d'expériences très diverses dans des champs d'application, des domaines d'activité extrêmement différents. Et donc, c'est une activité qui est historique à Arc-en-Ciel France et qui a plutôt bien fonctionné, qui s'est beaucoup développé avec des partenariats dans pas mal d'écoles et d'universités en France. Aujourd'hui, on dirige par exemple un master à Sciences Po à Lyon, un master dédié à la coopération et au développement sur la zone Maghreb et Moyen-Orient. On a également développé un programme d'éducation sur la thématique de l'économie sociale et solidaire en Méditerranée. Et donc, on a des partenariats avec des universités et des entreprises sociales, des associations, des ONG au Liban, en France et en Tunisie. Et on a des interactions entre ces acteurs méditerranéens et des sessions de travail sur le terrain, sur des problématiques communes à cette région méditerranéenne où des étudiants et des professionnels tunisiens, libanais et français collaborent ensemble pour mettre en lumière certains enjeux et partager des expériences et tenter d'apporter des réponses aux enjeux qui nous concernent.
Est-ce que vous pouvez donner quelques exemples, par exemple, de missions en cours de l'association Arc-en-Ciel? D'Arc-en-Ciel en France, eh bien, la mission principale qui est un peu qui fonctionne au ralenti en ce moment du fait du virus, mais on recrute chaque année plus d'une vingtaine de volontaires qui vont partir de France pour des missions qui vont aller de un peu moins d'un an jusqu'à 7 ans. Et qui vont, ces volontaires, avec des statuts de service civique ou des statuts de volontaires de solidarité internationale, vont rejoindre les équipes d'Arc-en-Ciel au Liban ou de Shanti en Tunisie et collaborer sur ces différentes activités. Ils vont travailler également, on va également en envoyer dans des organisations libanaises ou tunisiennes partenaires de notre programme. Je pense par exemple à Fairtrade Libanon ou l'association AMEL qui travaille aussi sur des questions sociales et médico-sociales. Et l'association Arc-en-Ciel est venue en aide aussi aux victimes de l'explosion du port de Beyrouth le 4 août 2020. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Oui. Alors, Arc-en-Ciel, ça n'est pas à proprement parler une organisation humanitaire. Arc-en-Ciel, en revanche, dispose d'infrastructures, de compétences, de savoir-faire et d'équipes de ressources humaines assez importantes. Et depuis la création d'Arc-en-Ciel, eh bien, le Liban a souvent connu des périodes difficiles. Effectivement, toute la période de la guerre civile, évidemment. Après, on a connu en 1996 les raisins de la colère. En 2006, l'invasion israélienne. Ensuite, la crise liée à la guerre en Syrie et l'afflux des réfugiés syriens. Et donc, Arc-en-Ciel a toujours décidé de réorganiser son activité pour pouvoir répondre à des besoins liés à une crise, quelle que soit sa nature. Donc, cette expérience elle remonte déjà à 1996. Donc, en fait, le 4 août, quand il y a cette explosion à Beyrouth, eh bien, c'est assez naturellement que Arc-en-Ciel réorganise dans un temps assez court son activité pour pouvoir répondre à des besoins. Alors, réorganiser son activité, ça veut dire que, en fait, chacun son métier. Donc, on va organiser une réponse aux besoins liés à l'explosion en fonction des besoins, mais aussi en fonction de nos capacités et en fonction de nos métiers. Donc, on travaille sur des questions de santé et donc, on va pouvoir réorganiser notre programme santé pour qu'il puisse prendre en charge des personnes blessées ou sur un temps plus long des personnes traumatisées. On a une activité, un programme social qui accompagne les personnes les plus vulnérables. Eh bien, on va pouvoir réorganiser ce programme pour que des travailleurs communautaires puissent aller dans la rue, frapper aux portes des appartements et rencontrer les familles sinistrées et évaluer les besoins pour ensuite ventiler les besoins vers les programmes d'Arc-en-Ciel qui sont en capacité de répondre ou vers d'autres organisations quand Arc-en-Ciel n'a pas la capacité de répondre. On va aussi du coup pouvoir travailler sur des choses, sur des activités un peu plus originales, prenant en compte justement nos savoir-faire. Je pense à la question de l'environnement. On a un programme qui travaille sur du recyclage de déchets. Eh bien, on a participé à récolter des tonnes et des tonnes de bris de verre pour pouvoir les stocker et ensuite travailler à un système de recyclage de ces bris de verre. Idem avec la question de la réhabilitation des logements, puisque on a une activité où on peut aller dans un appartement et adapter l'appartement à la vie d'une personne handicapée au déplacement d'un fauteuil roulant. Donc, on a
des maçons, des ferronniers, des menuisiers, eh bien, ils ont très largement développé cette activité-là. Et depuis le 4 août, il y a 500 logements qui ont été réhabilités par les équipes. On a une activité de la brocante qui fonctionne pour les Français qui nous écoutent à la manière d'Emmaüs en France, c'est-à-dire les gens qui ne souhaitent plus tel meuble peuvent contacter Arc-en-Ciel. Arc-en-Ciel vient le chercher. S'il est abîmé, il le répare et ensuite il le remet en vente, soit pour des personnes, soit à bas prix pour des personnes qui ont des capacités financières faibles, soit au contraire à des prix plus importants pour pouvoir financer l'activité. Et bien là, on a construit un atelier de réparation dans le quartier de la Quarantaine et il y a toute une équipe qui, toute la journée, travaille à recevoir des meubles, les restaurer et les rapporter dans les foyers. Par ailleurs, ce que je voudrais dire sur l'action d'Arc-en-Ciel et sur cette situation au Liban, c'est qu'on s'est retrouvé dans une situation très particulière. Arc-en-Ciel, c'est une organisation qui est relativement connue au Liban, puisqu'elle est ancienne, parce qu'elle travaille dans plusieurs régions du pays et parce qu'elle a une certaine taille. Et donc, en fait, au début après l'explosion, Arc-en-Ciel a été assez rapidement mise en valeur avec d'autres organisations. Et cette mise en valeur nous a mis en situation de récolter des dons de partout dans le monde. Et donc ça, c'est une situation tout à fait inédite pour nous, puisqu'il y a des milliers de personnes dans le monde qui ont fait des dons à Arc-en-Ciel US, à Arc-en-Ciel France, à Arc-en-Ciel au Liban pour financer les actions. Ça a été également un soutien institutionnel. Je pense notamment à l'État français qui a pris contact très vite avec Arc-en-Ciel pour donner de la nourriture, du matériel et des financements en l'occurrence très importants par rapport à nos habitudes les années passées. Donc aujourd'hui, on est dans une situation, comme vous le savez, qui est très difficile au Liban, où les choses ne s'arrangent pas de jour en jour, bien au contraire. Je suppose que le confinement très strict qui a été décidé cette semaine par le gouvernement libanais est certainement nécessaire compte tenu de la situation sanitaire, mais va encore amplifier les difficultés des Libanais. Et donc Arc-en-Ciel est dans une situation d'urgence qui ne cesse pas depuis le 4 août, puisque nous sommes extrêmement sollicités parce que les besoins sont grandissants et importants. Et voilà. Donc aujourd'hui, toutes les équipes d'Arc-en-Ciel au Liban sont sur le pont au travail et il y a énormément à faire. Et j'en profite d'ailleurs pour remercier toutes les initiatives qui ont été menées au profit d'Arc-en-Ciel ou en collaboration avec Arc-en-Ciel et évidemment avec toutes les autres organisations qui ont été présentes. Mais ça a été dans les périodes difficiles de ressentir cette solidarité très forte et très caractéristique aussi des Libanais, je crois. Eh bien, ça a été très agréable. Ça fait chaud au cœur de se sentir ensemble face à une situation difficile. Et quels sont les besoins aujourd'hui de l'association? Comment vous aider? Aujourd'hui, les besoins de l'association sont d'une certaine manière les besoins du Liban, c'est-à-dire on est dans une situation qui paraît complètement incroyable quand on parle d'un pays comme le Liban, à savoir qu'il est possible qu'il y ait des difficultés en termes d'un point de vue alimentaire dans le pays. Il y a encore un travail de reconstruction important à faire et il y a énormément d'acteurs économiques
qui sont en très grande difficulté. On a énormément de familles et d'écoliers qui ne peuvent pas aller à l'école ou qui ne peuvent pas aller à l'école dans de bonnes conditions. On a des foyers également qui sont en grande difficulté dans un nombre beaucoup plus important qu'auparavant pour accéder à des services de soins, de santé. Donc les besoins sont très importants. Sur la question de l'alimentation, il y a un défi qui est lié à l'agriculture. Alors Arc-en-Ciel gère le domaine des jésuites à Taniel, dans la Bekaa, qui est l'un des plus grands du pays. Donc on a un savoir-faire agricole et aujourd'hui, une des questions qui se pose à Arc-en-Ciel, c'est comment augmenter sa production parce que les besoins en alimentation sont plus forts. On a des questions d'éducation, on a plusieurs partenariats, notamment l'un d'entre eux avec Lorient le Jour, où du coup on collecte de l'argent partout dans le monde et on finance des scolarités pour des écoliers. Et puis également sur les questions de santé, je l'ai évoqué tout à l'heure. Voilà, si c'est directement lié à l'explosion, c'est en lien avec. Aujourd'hui, on travaille plus sur des questions psychologiques de stress post-traumatique, et puis également vu la situation sur des gens qui n'ont plus les capacités de se soigner de manière avec le système de santé classique. Donc, vos dons sont les bienvenus. Si vous avez du temps à accorder, on peut faire des mises en relation avec le département des ressources humaines pour effectuer des missions. Si en plus vous avez moins de 26 ans et une nationalité française ou européenne, vous pouvez le faire sous un statut de service civique dès que les autorités nous permettront de nouveau de recruter des jeunes gens sous ce statut. Donc voilà, on peut donner son temps et son argent. Avant de terminer cet entretien, est-ce que vous avez un message adressé aux jeunes aujourd'hui qui souhaiteraient s'engager dans le monde associatif ? Oui, alors le monde associatif, c'est quand même très vaste, en tout cas pour travailler à Arc-en-Ciel, c'est-à-dire travailler dans une association sur des sujets très divers. Moi, ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, on a besoin de compétences et d'engagement, quoi. La bonne volonté est parfaitement nécessaire. La compétence et l'expérience l'est tout autant. On a un ancien collègue qui a été dirigeant de General Motors Arabie Saoudite. Son expérience de 20 années dans le secteur automobile, ça se transpose sur plein de choses dont on peut avoir besoin dans une association comme Arc-en-Ciel. Donc, ce sont des métiers qui sont potentiellement très techniques, qui nécessitent des compétences importantes. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne s'agit pas seulement de charrier des cartons ou des sacs de nourriture. Dans des périodes de grande crise, c'est nécessaire, mais on peut aussi faire une carrière dans ce secteur-là. Ce que je veux dire aussi, c'est que la notion d'engagement est en fait finalement la question de sens, quoi. J'interviens quand même beaucoup à l'université, parfois dans des formations très prestigieuses. On peut avoir des très grands diplômes, accéder à des postes extrêmement intéressants et parfois constater que ça pourrait manquer de sens. Et dans une période aussi trouble que celle que traverse le Liban et en fait le monde en général, je crois que donner du sens à ce que l'on fait, ça n'est pas inutile, bien au contraire. Et beaucoup d'associations offrent cette possibilité. Et enfin, la collaboration avec des personnes en difficulté pour des questions de santé ou des questions sociales,
eh bien, c'est extrêmement enrichissant et ça vous permet eh bien, de poser les deux pieds par terre tout en gardant un peu la tête dans les étoiles, j'ai envie de dire. Et ça, je crois que c'est quand même plus rare dans une expérience d'entreprise classique, quoi. Très bien, je vous remercie pour vos réponses. Merci à vous pour vos questions. Alors, je tenais à vous remercier d'avoir accepté notre invitation et, et à très bientôt, j'espère. Ben, merci beaucoup. C'était un honneur pour moi de participer à cette conférence. J'espère qu'on aura l'occasion de se revoir bientôt. En tout cas, pour ce que vous faites, votre initiative, et bon courage et bonne année 2020. Merci. Merci.